Bonjour, chers amis jardiniers. Vous sentez cette odeur dans l'air? Ce n'est pas juste la fin de l'hiver, c'est l'odeur de la terre qui se réveille, l'appel du printemps. Mars est là, et avec lui, le coup d'envoi de la saison de jardinage 2026. Mais face à l'ampleur de la tâche, on se demande souvent, par où commencer? Pas de panique. J'ai préparé pour vous la checklist ultime, un plan d'action infaillible en 20 étapes pour transformer votre jardin en un havre de paix et d'abondance. Oubliez le stress, suivez le guide et préparez-vous à rendre vos voisins verts de jalousie cet été. Alors, avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, quelle est la toute première chose que vous faites dans votre jardin dès que le mois de mars pointe le bout de son nez? J'ai hâte de vous lire. Avant de mettre les mains dans la terre, comprenons pourquoi le mois de mars est si spécial. C'est un mois charnière, un véritable entre-deux. L'hiver n'a pas encore dit son dernier mot, avec des risques de gelée tardive qui peuvent être fatales pour les jeunes plantations. Mais en même temps, le soleil gagne en force chaque jour, la terre se réchauffe doucement, et la nature entière frémit d'une envie de repartir. C'est le moment de la grande préparation. Pensez à Mars, non pas comme le début de la récolte, mais comme la construction des fondations de votre succès pour toute l'année. Chaque geste posé ce mois-ci aura un impact direct sur la santé de vos plantes, la qualité de vos légumes et la beauté de vos fleurs. C'est une course contre la montre délicate où il faut savoir oser mais avec prudence. C'est ce savant équilibre que nous allons trouver ensemble. Commençons par la toute première étape, le grand nettoyage de printemps. Votre jardin sort de sa dormance hivernale et il est temps de lui faire une beauté. Pensez-y comme si vous prépariez une toile vierge avant de peindre votre chef-d'œuvre. Armez-vous de gants, d'un râteau et d'une brouette et faites le tour de votre propriété. Ramassez toutes les feuilles mortes qui se sont accumulées dans les coins, les branches cassées par le vent ou le poids de la neige, et retirez les restes des cultures de l'année précédente qui n'auraient pas été enlevés à l'automne. C'est aussi le moment de désherber délicatement les parcelles que vous allez cultiver. Les adventices, ou mauvaises herbes, commencent à pointer leur nez et il est bien plus facile de les enlever maintenant quand leurs racines sont encore faibles. Un jardin propre est non seulement plus agréable à l'œil, mais cela permet aussi de limiter les cachettes pour les limaces et autres nuisibles et de prévenir le développement de maladies. Cette première étape est cruciale pour bien visualiser l'espace et planifier la suite des opérations. Maintenant que le terrain est propre, portons notre attention sur nos fidèles compagnons, les outils de jardinage. Un bon jardinier est un jardinier bien équipé, mais surtout avec des outils bien entretenus. Sortez votre bêche, votre râteau, votre sécateur, votre binette. L'hiver a pu les malmener. L'humidité a peut-être laissé des points de rouille. C'est le moment de leur offrir une cure de jouvence. Commencez par bien les nettoyer pour enlever toute la terre séchée. Une brosse métallique sera votre meilleur allié contre la rouille tenace. Une fois propres et secs, il est temps de les affûter. Un sécateur ou une bêche bien aiguisée rendent le travail tellement plus facile et plus précis. Ils font des coupes nettes sur les plantes, ce qui favorise une meilleure cicatrisation et réduit les risques de maladie. Après l'affûtage, passez un chiffon huilé sur les parties métalliques pour les protéger de la corrosion. N'oubliez pas non plus de vérifier les manches en bois. S'ils sont abîmés ou fissurés, un léger ponçage et une couche d'huile de lin leur redonneront vie et solidité. Des outils en parfait état, c'est la garantie d'un travail efficace et agréable pour toute la saison. Le jardin est propre, les outils sont prêts. Il est temps de s'intéresser à l'élément le plus important, la terre. La qualité de votre sol déterminera la réussite de vos cultures. En mars, la terre est encore froide et humide, c'est le moment parfait pour l'évaluer. Prenez une poignée de terre dans votre main et serrez-la. Si l'eau en dégouline, elle est trop mouillée, attendez encore un peu avant de la travailler.
Si elle forme une boule compacte et collante, elle est probablement argileuse. Si elle s'effrite facilement, elle est plutôt sableuse. L'idéal est une terre qui forme une boule qui se fissure et se défait facilement. C'est une terre limoneuse, le rêve de tout jardinier. Vous pouvez aussi faire un test de pH, simple avec un kit que l'on trouve en jardinerie. Cela vous indiquera si votre sol est acide, neutre ou alcalin. La plupart des légumes et des fleurs préfèrent un pH proche de la neutralité, entre 6 et 7. Connaître la nature de votre sol n'est pas un simple détail technique, c'est la clé pour savoir comment l'améliorer et lui apporter exactement ce dont il a besoin pour nourrir vos futures pasture plantes. Après avoir diagnostiqué votre sol, passons au traitement. Mars est le mois idéal pour l'amender, c'est-à-dire l'enrichir pour le rendre plus fertile. L'ingrédient magique ? La matière organique. Le compost est votre meilleur ami. Si vous avez un composteur, c'est le moment de récolter votre or noir, ce compost mûr, riche et friable. Étalez une couche généreuse de 3 à 5 cm sur la surface de vos parcelles de potager et de vos massifs de fleurs. Si vous n'avez pas de compost maison, du fumier bien décomposé, acheté en sac, est une excellente alternative. Il va non seulement apporter des nutriments essentiels, mais aussi améliorer la structure de votre sol. Si votre terre est lourde et argileuse, la matière organique va l'alléger et améliorer le drainage. Si elle est sableuse et pauvre, elle aidera à retenir l'eau et les nutriments. N'enfouissez pas profondément cet apport. Contentez-vous de l'incorporer superficiellement avec une griffe ou un croc. Les vers de terre et les micro-organismes du sol feront le reste du travail, en l'intégrant doucement dans les couches inférieures. C'est le repas de fête que vous offrez à votre terre pour la remercier de son futur travail. Maintenant que le sol est amendé, parlons de l'aération. Pendant des années, on nous a dit de bêcher, de retourner la terre en profondeur. C'est un mythe qu'il est temps de déboulonner. En retournant le sol, on perturbe toute sa structure et on détruit la vie microscopique qui est si précieuse. La méthode moderne et respectueuse du sol est de l'aérer sans le retourner. Pour cela, l'outil parfait est la grelinette ou la fourche-bêche. Enfoncez l'outil dans le sol aussi profondément que possible, puis effectuez un mouvement de levier d'avant en arrière pour soulever et décompacter la motte sans la retourner. Avancez à reculons pour ne pas marcher sur la zone que vous venez de travailler. Cette action va permettre à l'air et à l'eau de mieux pénétrer dans le sol, facilitant le développement des racines. Elle respecte les différentes couches du sol et la vie qui s'y trouve, notamment nos amis les vers de terre qui sont les meilleurs laboureurs qui soient. C'est un travail un peu physique, mais bien moins pénible que le bêchage traditionnel et tellement plus bénéfique pour votre jardin sur le long terme. Un sol vivant et aéré est un sol qui respire la santé. Le terrain est prêt. Il est temps de faire appel à l'architecte qui sommeille en vous. Il faut planifier votre potager. Ne plantez pas au hasard. Un bon plan est la clé de l'abondance. Prenez une feuille de papier et dessinez les différentes parcelles de votre potager. Le premier principe à respecter est la rotation des cultures. Ne cultivez jamais la même famille de légumes au même endroit 2 années de suite. Par exemple, là où vous aviez vos tomates l'an dernier, plantez cette année des haricots ou des salades. Cela permet de ne pas épuiser le sol en nutriments spécifiques et de briser le cycle des maladies et des ravageurs. Le deuxième principe est celui des associations de culture, ou compagnonnage. Certaines plantes s'aident mutuellement. L'œillet d'Inde planté près des tomates repousse certains parasites. Le basilic améliore leur goût. La carotte et le poireau se protégera mutuellement de leurs mouches respectives. Pensez aussi à l'ensoleillement de chaque zone et à la hauteur des plantes. Placez les plus grandes, comme les tomates ou les haricots à rames, au nord pour qu'elles ne fassent pas d'ombre aux plus petites. Une bonne planification vous fera gagner du temps, de l'espace
et optimisera vos récoltes. Le plan est fait, l'excitation monte. Passons au premier semis. Mais attention, pas n'importe lesquels. En mars, il fait encore trop froid dehors pour les légumes frileux qui aiment la chaleur. C'est donc à l'intérieur, bien au chaud, que nous allons commencer les semis des stars de l'été. Je parle bien sûr des tomates, des poivrons, des piments et des aubergines. Munissez-vous de petits pots, de terrines ou de plaques alvéolées. Remplissez-les d'un terreau spécial, semis, qui est fin et léger. Tassez légèrement et humidifiez-le. Semez 2 ou 3 graines par pot pour être sûr d'avoir au moins une levée. Recouvrez d'une très fine couche de terreau et tassez à nouveau délicatement. Placez vos semis dans un endroit chaud, idéalement autour de 20 degrés et surtout très lumineux. Un rebord de fenêtre exposé au sud est parfait. Gardez le terreau toujours humide, mais pas détrempé, en utilisant un pulvérisateur. En quelques jours ou semaines, vous verrez apparaître les premières petites plantules. C'est un moment magique qui marque le vrai début de la saison. Vous donnez une avance considérable à ces plantes qui ont besoin d'une longue saison de croissance pour produire. Pendant que nos légumes d'été prennent leur temps au chaud à l'intérieur, il y a des courageux qui n'ont pas peur du froid. Le potager peut déjà commencer à produire, grâce aux semis directs en pleine terre, de légumes rustiques. Dès que votre sol est suffisamment réchauffé et ressuyé, c'est-à-dire pas trop collant, vous pouvez semer les premiers radis. Ils sont incroyablement rapides. Vous pourrez les récolter en moins d'1 mois. C'est aussi le moment parfait pour les pois et les fèves qui aiment la fraîcheur pour bien germer. Les épinards, la roquette et certaines variétés de laitue de printemps peuvent également être semées. Préparez un petit sillon, semez les graines en ligne, en respectant la profondeur indiquée sur le sachet. Recouvrez de terre fine, tassez légèrement avec le dos du râteau et arrosez en pluie fine. Ces premiers semis en extérieur sont un vrai pari sur la météo, mais la récompense d'avoir des légumes frais très tôt dans la saison en vaut largement la peine. C'est le signe que le potager est bel et bien réveillé. Semer en mars, c'est formidable, mais c'est aussi prendre un risque. Une gelée tardive, un coup de froid, et tous vos efforts peuvent être anéantis. Il est donc essentiel de prévoir des protections pour vos jeunes semis fragiles. La solution la plus simple est le voile d'hivernage. C'est un tissu très léger qui laisse passer l'air, l'eau et la lumière, mais qui protège du froid, gagnant quelques degrés précieux pendant la nuit. Vous pouvez le poser directement sur vos cultures ou, encore mieux, l'installer sur des arceaux pour créer un mini-tunnel. Cela évite que le voile ne touche les feuilles, ce qui pourrait les brûler en cas de gel. Pour les semis individuels, comme les premières salades que vous repiquez, les cloches de jardinage sont une excellente option. Elles créent un microclimat protecteur autour de chaque plante. Si vous n'en avez pas, une simple bouteille en plastique coupée en 2, sans le bouchon, peut faire l'affaire. Pensez simplement à retirer ces protections pendant la journée quand le soleil brille, pour éviter que les plantes ne surchauffent et pour assurer une bonne aération. Protéger, c'est assurer. Le mois de mars est également la période idéale pour planter les arbres et les arbustes vendus en racines nues. C'est souvent le cas pour les arbres fruitiers ou les rosiers. Planter en racines nues est plus économique et assure une meilleure reprise de la plante, car elle n'a pas subi le stress d'une culture en pot. La clé du succès est de ne jamais laisser les racines sécher à l'air libre. Dès l'achat, si vous ne pouvez pas planter immédiatement, mettez-les en jauge, c'est-à-dire couvrez les racines de sable ou de terre humide. Avant la plantation, préparez un pralin, un mélange boueux d'eau, de terre de jardin et de compost, dans lequel vous tremperez les racines. Cela va les réhydrater et favoriser le contact avec la terre. Creusez un trou de plantation bien large, au moins 2 fois la taille du système racinaire. Ne l'enterrez pas trop profondément. Le collet, la jonction entre les racines et le tronc, doit se trouver juste au niveau du sol. Rebouchez,
Tassez bien la terre autour des racines pour éviter les poches d'air et arrosez abondamment, même s'il pleut. C'est un investissement pour l'avenir de votre jardin. Passons maintenant à une tâche qui fait souvent peur aux jardiniers débutants, la taille. Et plus particulièrement la taille des arbres fruitiers à pépins, comme les pommiers et les poiriers. La fin de l'hiver, juste avant le débourrement, c'est-à-dire le gonflement des bourgeons, est le moment parfait. N'ayez pas peur, un sécateur bien désinfecté et une scie d'élagage sont vos meilleurs alliés. L'objectif principal est d'aérer le centre de l'arbre pour que la lumière et l'air puissent y pénétrer. Cela favorisera une bonne fructification et limitera l'apparition des maladies. Commencez par supprimer le bois mort, malade ou cassé. Ensuite, enlevez les branches qui se croisent ou qui poussent vers l'intérieur de l'arbre. Enfin, raccourcissez les branches de l'année précédente pour encourager la formation de bourgeons à fruits. La règle d'or est de toujours tailler juste au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur de l'arbre. Cela orientera la nouvelle pousse dans la bonne direction. Une bonne taille peut sembler drastique, mais c'est un acte bénéfique qui garantit la santé et la productivité de votre arbre pour les années à venir. Après les fruitiers, occupons-nous des reines du jardin d'ornement, les roses et certains arbustes à floraison estivale. Pour les rosiers, la taille de mars est fondamentale. Elle va déterminer la vigueur de la plante et l'abondance de sa floraison. Pour les rosiers buissons et les rosiers à grandes fleurs, n'hésitez pas à tailler court. Conservez 3 à 5 belles branches charpentières et raccourcissez-les en laissant seulement 3 ou 4 yeux, ces petits bourgeons naissants. Comme pour les fruitiers, coupez en biseau au-dessus d'un œil tourné vers l'extérieur. Pour les rosiers grimpants, la taille est plus légère. On conserve la structure principale et on raccourcit les branches secondaires qui ont porté des fleurs l'an passé. C'est aussi le moment de tailler certains arbustes qui fleurissent sur le bois de l'année, comme les hortensias de type Annabelle ou Paniculata. En revanche, attention, ne touchez pas aux arbustes à floraison printanière comme le forsythia ou le lilas. Si vous les taillez maintenant, vous n'aurez pas de fleurs. Eux, on les taillera juste après leur floraison. Chaque plante a son propre calendrier. Le printemps est synonyme de renouveau, et c'est aussi valable pour nos plantes vivaces. Certaines d'entre elles, après quelques années, peuvent devenir moins florifères et un peu à l'étroit au centre de leur touffe. Mars, avant que la végétation ne soit trop développée, est le moment parfait pour leur donner une seconde jeunesse en les divisant. C'est une opération très simple qui permet de multiplier vos plantes gratuitement. C'est le cas pour les hostas, les hémérocalles, les graminées ou les astères d'automne. Avec une bêche bien affûtée, sortez délicatement la motte de terre. Ensuite, soit à la main, soit avec la bêche ou un couteau solide, séparez la touffe en plusieurs éclats. Assurez-vous que chaque éclat possède des racines et des départs de pousses. Replantez immédiatement l'éclat principal à sa place et utilisez les autres pour garnir d'autres parties de votre jardin ou pour les offrir à vos amis jardiniers. C'est une excellente façon de régénérer vos massifs et de partager votre passion. N'oubliez pas de bien arroser après la replantation pour favoriser la reprise. N'oublions pas le grand tapis vert de notre jardin, la pelouse. Elle aussi sort de l'hiver et a besoin d'un bon coup de fouet pour repartir. Si la terre n'est plus gorgée d'eau, c'est le moment de passer un premier coup de scarificateur. Cet outil, manuel ou motorisé, va griffer la surface du sol pour enlever la mousse et le feutre, cette couche de débris végétaux qui étouffe le gazon. Votre pelouse aura l'air un peu mal en point juste après, c'est normal. Mais cette action va permettre à l'air, à l'eau et aux nutriments de mieux atteindre les racines. Après la scarification, c'est le moment idéal pour apporter un engrais spécial gazon, riche en azote, pour booster la croissance des brins d'herbe. Si votre pelouse est clairsemée, vous pouvez également effectuer un sursemis en jetant à la volée des graines de gazon de regarnissage, puis en passant un léger coup de râteau.
Une première tonte, assez haute, pourra être effectuée à la fin du mois si les conditions sont bonnes. C'est le début du rituel qui vous assurera un gazon dense et bien vert tout l'été. Si vous avez la chance de posséder une serre, même petite, mars est le mois où elle va reprendre du service de manière intensive. Mais avant de la remplir de semis et de plantations, un grand nettoyage s'impose. L'hiver a pu y laisser de l'humidité, des moisissures et des parasites qui n'attendent que la chaleur pour se développer. Videz-la complètement. Nettoyez les vitres ou les parois en plastique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Des vitres propres laissent passer un maximum de lumière, ce qui est essentiel pour la croissance des jeunes plants. Utilisez de l'eau savonneuse, par exemple, avec du savon noir, et rincez bien. Désinfectez ensuite toute la structure, les étagères et les pots que vous allez réutiliser. De l'eau vinaigrée ou un produit spécifique peuvent de faire l'affaire. C'est une étape un peu fastidieuse, mais absolument cruciale pour partir sur des bases saines et éviter la propagation de maladies qui pourraient ruiner vos cultures. Pensez aussi à vérifier que les aérations fonctionnent correctement. Une bonne ventilation est la clé pour réguler la température et l'humidité dans la serre. Parlons d'un légume incontournable du potager, la pomme de terre. En mars, il est encore un peu tôt pour les planter en pleine terre dans la plupart des régions, car le sol est trop froid. Mais il est grand temps de préparer les plants. Cette étape s'appelle la germination ou le pré-germage. Elle consiste à faire sortir les germes des tubercules avant de les mettre en terre. Cela leur donne une bonne avance et assure une récolte plus précoce. Procurez-vous vos plants de pommes de terre certifiés pour éviter les maladies. Placez-les dans une caisse en bois ou une boîte à œufs sans qu'ils ne se touchent. Le côté où vous voyez le plus de petits yeux doit être tourné vers le haut. Placez cette caisse dans un endroit lumineux, frais, mais hors gel, comme un garage ou une véranda peu chauffée. La lumière est importante. Elle va permettre la formation de germes courts, trapus et bien colorés. Des germes longs et blancs, formés dans l'obscurité, sont beaucoup plus fragiles. En 4 à 6 semaines, vos plants seront prêts à être mis en terre, dès que les conditions le permettront. Avec le réveil de la nature, nos amis les plantes ne sont pas les seuls à sortir de leur torpeur. Les indésirables aussi. Mars est le mois où il faut commencer à être vigilant et à inspecter régulièrement son jardin pour détecter les premiers signes de ravageurs et de maladies. Les limaces et les escargots, par exemple, raffolent des jeunes pousses tendres de nos salades et de nos vivaces. Soyez à l'affût, surtout après une pluie. Des pièges à bière ou des granulés écologiques à base de phosphate de fer peuvent être mis en place préventivement. Inspectez aussi le revers des feuilles, des jeunes plants, pour déceler la présence de pucerons. Si vous en voyez quelques-uns, un simple jet d'eau ou une pulvérisation d'eau savonneuse suffit souvent à s'en débarrasser. Côté maladie, surveillez l'apparition de l'oïdium, ce feutrage blanc, ou du mildiou. Une bonne aération des plantations est la meilleure des préventions. Agir tôt, dès les premiers symptômes, est beaucoup plus efficace que de devoir traiter une invasion massive plus tard dans la saison. L'observation est la meilleure arme du jardinier. Une technique essentielle en jardinage écologique est le paillage ou mulching. Pailler, c'est couvrir le sol au pied des plantes avec une couche de matériaux organiques. Si mars est le mois pour préparer le sol, c'est aussi le mois pour préparer son paillis. Le paillage a de multiples avantages. Il limite la pousse des mauvaises herbes, il conserve l'humidité du sol en réduisant l'évaporation, il protège le sol du tassement dû à la pluie, et en se décomposant, il nourrit la terre. Vous pouvez utiliser de nombreux matériaux. Les tontes de gazon séchées, les feuilles mortes de l'automne que vous avez mises de côté, la paille, le broyat de branches issu de vos tailles, ou même du carton sans encre. Commencez à rassembler ces matériaux. Vous pourrez mettre en place le paillage un peu plus tard dans la saison, quand la terre se sera bien réchauffée autour de vos légumes et de vos fleurs.
Préparer son stock de paillis dès le mois de mars, c'est s'assurer d'avoir cette ressource précieuse sous la main au moment où on en aura le plus besoin. Votre composteur est le cœur battant de votre jardin, le lieu où vos déchets se transforment en or. En mars, il est temps de lui accorder un peu d'attention. Avec le redoux, le processus de décomposition va s'accélérer. C'est le moment idéal pour l'aérer. Avec une fourche, brassez le tas de compost pour mélanger les différentes couches. Cela va apporter de l'oxygène aux micro-organismes qui travaillent pour vous et homogénéiser l'ensemble. Vérifiez aussi son humidité. Le compost ne doit être ni trop sec, ni trop humide. Il doit avoir la consistance d'une éponge essorée. S'il est trop sec, arrosez-le un peu. S'il est trop humide et dégage une mauvaise odeur, ajoutez des matières sèches et carbonées, comme des feuilles mortes, du broyat ou du carton déchiqueté. C'est aussi à cette période que vous pouvez commencer à récolter le compost mûr qui se trouve à la base du tas. Tamisez-le pour obtenir un terreau fin, parfait pour vos semis et vos plantations. Un compost bien géré est la clé d'un jardinage autonome et fertile. Enfin, notre 20e et dernière étape, une tâche préventive qui vous sauvera la mise cet été. La vérification de votre système d'irrigation. Pour l'instant, en mars, les pluies sont souvent suffisantes. Mais nous savons tous que les étés peuvent être secs. Il vaut mieux être préparé. Sortez vos tuyaux d'arrosage, vos pistolets, vos arroseurs automatiques, votre système de goutte à goutte. Déroulez les tuyaux et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite ou de fissure causée par le gel de l'hiver. Réparez-les avec du ruban adhésif spécial ou changez les sections abîmées. Testez vos pistolets et vos raccords. Nettoyez les buses de vos arroseurs qui pourraient être bouchés par du calcaire ou de la terre. Si vous avez un système de goutte à goutte, faites-le fonctionner quelques minutes pour vérifier que tous les goutteurs fonctionnent correctement. Le faire maintenant, tranquillement, vous évitera de devoir le faire en urgence sous un soleil de plomb en plein mois de juillet, lorsque vos plantes crieront famine. Anticiper, c'est la marque d'un jardinier serein et organisé. Voilà. Notre tour d'horizon est terminé. Et voilà. Nous avons parcouru ensemble les 20 étapes essentielles pour bien démarrer la saison au jardin en ce mois de mars 2026. Comme vous pouvez le voir, ce mois est incroyablement riche et déterminant. C'est un mélange de nettoyage, de préparation, de planification et des tout premiers gestes de culture. La clé du succès, c'est de ne pas vouloir tout faire en un jour, mais de suivre le rythme de la nature et de la météo. Le point le plus surprenant à retenir est peut-être de changer notre regard sur le sol. Cessons de le labourer et de le retourner, mais nourrissons-le et aérons-le avec douceur. Il vous le rendra au centuple. J'espère que cette checklist complète vous sera utile et vous donnera la confiance nécessaire pour vous lancer. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et aidé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, cela aide énormément la chaîne, et bien sûr, de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs conseils de jardinage. Et maintenant, c'est à vous. Quelle est la tâche de cette liste que vous aimez le plus faire et celle que vous redoutez un peu? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore échanger avec vous. Bon jardinage à tous et à très bientôt.